Notre émission médicale vous est présentée en partenariat avec santémaghreb.com, le guide de la médecine et de la santé au Maghreb. Je propose de retourner en Picardie, dans une région qui m'est chère, pour rencontrer pour la première fois un chirurgien urologue, le docteur Fabien Sefeddine. Bonjour, ça va, la vie reste belle quand même. Il faut, oui. Malgré les temps durs, continuer et en espérant que l'avenir sera meilleur. Oui. Est-ce qu'on peut redire un peu dans les grandes lignes que fait le chirurgien urologue ou l'urologue? Parce que souvent, que soit l'urologue, parce que souvent, malgré tout, on confond urologue et néphrologue. Oui. Alors, il faut absolument distinguer ces deux spécialités. Disons que le chirurgien, il s'occupe de tout ce qui est pathologie obstructive. J'entends par là toutes les malformations des voies urinaires, les obstacles, quelle que soit leur nature, hein, que ce soit des maladies qui compriment les tuyaux. Je m'exprime en simplicité sur le sujet. On appelle ça les voies excrétrices. Donc, tout ce qui part du rein vers la vessie. L'intérieur des reins, c'est les cavités, puis l'urtère qui va véhiculer l'urine vers la vessie. Tout ça, c'est les voies excrétrices. Donc, il peut y avoir des obstructions internes, telles que des rétrécissements, qu'on appelle les sténoses. Il peut y avoir des malformations de naissance. Il peut y avoir une compression de l'extérieur de ces tuyaux par des ganglions, par des masses tumorales, des hématomes, etc. Ou bien la pathologie qui reste très courante dans l'obstruction, c'est les calculs des voies urinaires. Donc ça, et on va greffer là-dessus la pathologie tumorale, qu'elle soit des voies urinaires, il faut distinguer des masses tumorales primitives du parenchyme rénal, donc le tissu rénal lui-même. Et donc, ça, c'est l'urologue qui s'occupe de ce genre de pathologie, hein, donc la réparation, l'ablation, la désobstruction, donc de quoi faire fonctionner l'écoulement urinaire. Et puis, pour revenir au distinguo chirurgie et néphrologie, donc l'urologue s'occupe de ces pathologies que je viens de citer, le néphrologue, lui, s'occupe de la fonction en particulier. Et donc, la fonction rénale, c'est tout ce qui permet de filtrer le sang et de produire l'urine. Et donc, le néphrologue, il s'occupera particulièrement de tout ce qui est maladie rénale d'ordre génétique, ou bien l'évolution des maladies de l'être humain, diabète, tension artérielle, maladies inflammatoires qui peuvent toucher le rein, les maladies causées par les médicaments. Donc, tout ça, c'est effectivement l'insuffisance rénale et qui est la finalité de ces maladies, ce qui conduit au bout du bout à la dialyse, par exemple. Donc, tout ça, c'est le néphrologue qui s'occupe de ces maladies. Donc, voilà la différence entre chirurgie et néphrologie. Oui, merci de cette précision. Et c'est vrai que d'ailleurs, nos messieurs connaissent plus facilement l'urologue ou le chirurgien urologue, parce qu'effectivement, à partir d'un certain âge, les hommes sont plus concernés par un suivi ou une consultation chez l'urologue, dans le cadre, entre autres, du dépistage du cancer de la prostate. En particulier, parce qu'effectivement, c'est la première maladie de l'homme aujourd'hui, qui est la prostate. Mais effectivement, c'est pour ce qui est de la prise en charge aussi des maladies féminines, on va dire, hein, on a à peu près les mêmes organes au-delà de la prostate. Et de ce fait, la femme peut être touchée par les mêmes maladies obstructives ou tumorales, telles que cancer du rein ou cancer des voies urinaires, à moindre degré vraisemblablement, parce que là aussi, les causes
attenante à ces maladies reste la cigarette. Mais comme on le sait tous, l'évolution de la société fait que les femmes rattrapent un peu les hommes dans ces pathologies, hein, donc dans leurs vices et dans leurs maladies. Malheureusement, on ne copie pas toujours les bons exemples. Pour revenir donc à la question du jour, j'évoquais tout à l'heure le cancer de la vessie, qui est le 7e cancer le plus fréquent en France, avec plus de 10 000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année, avec un cancer qui est généralement diagnostiqué chez les hommes plus que chez les femmes vers l'âge de 70 ans. Ce cancer de la vessie peut survenir sans manifestation de symptômes particuliers, ce qui rend sans doute peut-être le diagnostic un peu plus tardif. Peut-être il y a une partie de cela, effectivement, mais assez souvent, il y a des symptômes disparates dans leur manifestation. Donc, ça peut être des infections urinaires, ça peut être des saignements, ça peut être une irritation dans la fonction urinaire elle-même. Ce qui fait, bon, il y a quelque chose qui attire quand même le malade et le praticien par la suite de dire, ah, il faudrait peut-être penser à ça. Donc, c'est aussi en partie, comme vous le dites, maladie silencieuse, au tout début au moins, ce qui retarde dans certains cas le diagnostic. C'est un petit peu le facteur commun à toutes les maladies cancéreuses. Le cancer du rein lui-même, il est encore plus vicieux que la maladie des voies excrétrices, se manifeste probablement plus vite que le cancer rénal. J'entends par là le parenchyme rénal, donc le tissu rénal lui-même. Voilà. Donc, c'est pas si silencieux que ça, finalement. Oui. L'infection urinaire, elle vient se greffer sur le corps étranger que l'on a dans la vessie. Et donc, c'est ce qui attire l'attention. Après, on est orienté par différents facteurs. C'est l'environnement du malade, son âge, son vécu, son mode de vie. Oui. Des fois même, je dirais, le teint. Pour exemple, un grand fumeur, même jeune, doit être considéré comme porteur de cette maladie, jusqu'à preuve du contraire. Donc, le saignement, l'infection chez un patient ou une patiente qui fume, le diagnostic de cancer du vessie doit venir en premier. Donc, voilà ce qui attire l'attention. Oui. On pourra même évoquer, si vous avez un moment, les facteurs environnementaux qui sont de plus en plus mis à l'index, comme les conditions de travail ou la pollution, l'exposition à certains traitements ou certains produits qui sont mis à l'index dans les raisons de la survenue de cette pathologie. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, dans les facteurs environnementaux, bien entendu, il est très difficile d'étudier les milliers et des milliers de produits que l'on consomme à notre insu tous les jours. Donc, il y a des choses qui sont établies depuis bien longtemps dans les facteurs d'environnement. Donc, qui est des pesticides et tout cela, soupçonnés de... le débat est très large et n'est jamais clos. Donc, tout ce qui est, on va dire, molécules d'addition dans la nourriture ou bien dans l'environnement, de l'agriculture, de l'air, lutter contre tel ou tel insecte, comporterait vraisemblablement des zones d'ombre. On n'a pas une liste détaillée de tout ce qui peut nous exposer au développement d'un cancer de vessie. Donc, ce qui est établi, au-delà du tabagisme qui reste la constante dans cette pathologie, qui est le cancer des voies urinaires, c'est surtout dans le travail, tout ce qui est benzène, industrie de chimie, de la chimie. Ça a été certains médicaments mais qui n'existent plus depuis bien longtemps, tels que la phénacétine ou des choses comme ça, ont été depuis longtemps écartés, ne sont plus commercialisés. Donc voilà pour l'essentiel des facteurs environnementaux. Je ne pourrais pas citer beaucoup d'exemples parce que c'est certainement le mélange de ces toxines
qui finit par agir sur les voies urinaires. Et, je prends pour exemple des femmes ou des hommes qui n'ont jamais été exposés au tabac directement. Oui. Donc là, le tabagisme passif va probablement jouer un rôle, même si on n'a pas une appréciation objective ou étudiée de l'impact de ce tabagisme passif en particulier. Et puis, bien entendu, certains métiers tels que le chaudronnier, le soudeur, qui est exposé à l'inhalation des toxines par l'air, qui va probablement jouer un rôle important aussi dans le développement. Et on sait bien entendu que ces métiers, pour la plupart, fument aussi. Oui. Donc, c'est pas facile. Le diagnostic, au-delà du symptôme clinique, qui est le saignement ou l'infection qui oriente la recherche, en premier lieu, on peut se faire aider par une échographie. Bien souvent, elle va révéler la présence d'une anomalie au niveau de contours des reins ou de la vessie, donc des voies excrétrices. L'échographie peut être mise en défaut, tout comme le scanner, qui est un peu plus performant, avec certaines techniques, bien sûr. Hein, c'est un scanner qui doit être injecté, où l'on doit visualiser l'ensemble des voies urinaires bien opacifiées. Donc, on cherche ce qu'on appelle des lacunes. C'est l'espace qui n'est pas occupé par le produit de l'urine colorée, on va dire. Et bien entendu, ça peut être aussi mise en défaut si la lésion n'est pas suffisamment importante pour provoquer cette lacune. Et là viendrait par la suite, au-delà de l'imagerie elle-même, l'endoscopie. Donc, c'est l'utilisation de caméras d'exploration des voies urinaires qui va finalement clôturer un peu la recherche diagnostique. Hein. Si on a toujours des soupçons et que l'imagerie n'a pas permis de trouver quelque chose, là, on utilisera la technique endoscopique pour chercher une petite lésion qui n'est pas suffisamment volumineuse pour prendre l'espace et être révélée par l'imagerie. C'est un examen qui permet particulièrement le diagnostic. Après, en fonction de l'importance de la lésion, on va s'orienter vers un acte chirurgical réglé pour permettre un prélèvement en profondeur. Donc, la fibroscopie, en fait, c'est un examen diagnostique, il n'est pas opérateur. Qui permet de localiser, c'est ça? Enfin, d'identifier déjà éventuellement. D'identifier déjà la lésion et de dire, bon, c'est une lésion suspecte de tumeur cancéreuse, hein, parce que à 99,99%, un polype de vessie est une tumeur cancéreuse. À des degrés divers, je pense que vous vous poserez probablement la question. Tout à fait. Oui. Donc, il y a des différents degrés dans l'agressivité des cellules cancéreuses. Et donc, on parle de grade de malignité. Donc, il y a le faible grade. Donc, c'est une tumeur à évolution lente, peu agressive sous sa forme premier grade, G1. Et il y a le grade intermédiaire au-dessus, donc un potentiel de malignité moyen. Et puis, il y a le haut grade, qui est la forme ultime d'agressivité, avec en particulier un risque de récidive très élevé. Et donc, ce distinguo est très important, qui sera précisé par l'analyse des pièces ou des copeaux de résection de cette tumeur. Vous évoquez les grades. Est-ce que c'est un cancer qui, par exemple, peut se répandre, peut métastaser? Bien entendu, c'est-à-dire que les hauts grades, donc le fort potentiel de malignité, est censé être très agressif et peut finir effectivement en dissémination dans différentes parties du corps. Donc, il y a bien entendu des mesures dans le traitement tenant compte de cette classification de grades. Donc, il est rare, par exemple, pour un faible grade de métastaser, même si théoriquement ça peut exister. Hein, on voit ça, mais c'est rare. Les hauts grades,
Par contre, là, c'est bien agressif. Le traitement est agressif aussi. Est-ce qu'il existe un traitement à proprement parler aujourd'hui, ou quelle est la prise en charge des patients qui, du coup, effectivement, sont diagnostiqués comme atteints d'une tumeur à la vessie? Ils rentrent dans un protocole particulier? Bien entendu, hein, ça répond à une classification précise. Les faibles grades, là aussi, ça tient compte du nombre de lésions, de la taille des lésions, pour dire, bon, c'est faible potentiel de malignité, ça sera, une fois que l'exérèse a été réalisée, une surveillance basée surtout sur l'exploration endoscopique, hein, avec la caméra, pour une durée relativement, je dirais, courte, donc de l'ordre de 6 années de surveillance. En l'absence de récidive, la surveillance sera abandonnée. Après, on passe à la forme la plus agressive, qui est le grade 3 par exemple. Il y a deux sortes de tumeurs, soit superficielles, donc qui n'attaquent pas le muscle de la vessie, et celle-ci relèverait, une fois qu'elle est enlevée, d'un traitement préventif basé sur l'immunothérapie. Hein, donc on utiliserait à ce moment-là en préventif le BCG, qui est le bacille de Calmette-Guérin, celui de la tuberculose, pour provoquer une réaction immunitaire qui va s'attaquer non seulement, je dirais, à ce corps étranger qui est la bactérie, mais aussi à certaines cellules qui peuvent paraître anormales, donc comportant un gène anormal. Elle sera détruite par voie, on va dire, globale, et non pas distinguer la cellule en particulier comme le ferait la chimiothérapie. Donc ça, c'est pour les formes superficielles. Pour les formes profondes de haut grade, c'est en général, pour les gens opérables, c'est l'ablation de la vessie. Bien sûr, avec des techniques de remplacement de la vessie quand c'est permis, sinon une dérivation des urines vers la peau par le biais d'un segment intestinal que l'on utilise comme une rallonge entre les voies urinaires et la peau. D'accord. Donc voilà, et les grades intermédiaires, après, donc le G2, celui-là, il va être traité après l'exérèse et l'ablation par des moyens chimiques, hein, on appelle ça les instillations. On va tuer les cellules, on va dire anormales, qui flotteraient dans l'urine ou accrochées à la paroi, mais qui ne sera pas visible à l'œil nu, mais c'est la chimiothérapie locale dans la vessie. Hein, donc, j'insiste sur le mot, c'est une chimiothérapie intravésicale et non pas générale par voie veineuse. Voilà un petit peu les trois grandes classes de traitement et de prise en charge des tumeurs vésicales. Est-ce qu'on peut estimer que ce cancer, s'il est diagnostiqué relativement tôt, non seulement n'a pas forcément d'impact sur l'espérance de vie, et fait surtout, on n'altère pas la qualité de vie du patient? Vraisemblablement, on pourrait dire ça. Le temps du traitement peut être impacté, bien entendu, sur la fonction, sur la contrainte des allers-retours, sur la surveillance régulière, qui est serrée au départ, donc au moins pour la première année, puis après, elle va s'alléger en l'absence d'évolution. Donc, pour ce qui est de la pathologie grave, hein, les tumeurs infiltrantes, le muscle vésical, celle-là, elle va impacter certainement la qualité de vie, hein, du fait de la modification du corps que l'on apporté par le traitement. Donc, la personne qui va porter une poche à la peau, ça va au moins pour l'image personnelle, l'image corporelle, va être impactée. Mais une fois que je dirais, le sujet a été bien abordé, expliqué, la qualité de vie peut être menée tout à fait normalement. Hein, donc. Mais on ne peut pas nier l'impact quand même. Oui, oui. Est-ce qu'on pourrait dire, en conclusion, sauf si vous avez des choses à ajouter sur cette question, que la prise en charge précoce rend le diagnostic favorable
Ah oui, tout à fait. Hein. C'est une tumeur qui ne touche pas le muscle vésical, finalement, a toutes les chances d'être enlevée et retrouver une vie normale, sans qu'il y ait un grand risque que la maladie se transforme en maladie agressive et engendrerait à ce moment-là l'ablation de l'organe. Donc, quand on lit sur un contre... Oui, pardon. Qui attend, je dirais, retour à la normale dans la grande majorité des cas. D'accord. Donc, le mot carcinome, qui souvent, effectivement, a un écho négatif chez nous, ne doit pas être vécu comme une punition ou comme une fin en soi. Certainement, ouais. C'est pour cela que j'ai insisté sur cette classification de maladies superficielles ou profondes. Donc, à chaque fois que l'on explique aux malades en face, dit oui, il faut entendre le mot parce que c'est pas rien, mais il faut entendre aussi que c'est guérissable par les actions qu'on va mener, hein, donc l'ablation ou le traitement préventif. Donc, bien insister sur le fait que c'est superficiel, donc on a beaucoup moins de risques que notre vie sera chamboulée à jamais par la chirurgie lourde et transformer et modifier les voies d'excrétion de l'urine. Donc le port de poche et tout cela. Donc c'est important. Donc, maladie profonde, maladie superficielle, c'est ça qu'il faut retenir. Merci, docteur. C'est un cancer, finalement. Oui, j'ai une dernière question, si vous m'autorisez, docteur Seyfeddine. On est tous, effectivement, j'évoquais tout à l'heure la sortie de ce confinement de manière progressive. Est-ce que dans votre exercice, vous avez constaté à une perte de chance, à un retard de diagnostic qui était lié au confinement? Est-ce que les gens ont eu peur de vous consulter, entre autres? Je ne sais pas si on parle de la première... Alors, on peut, si vous avez encore 2-3 minutes, on peut évoquer sans doute la première et la deuxième vague qui ont forcément des caractères, des prises en charge légèrement différentes. En toute sincérité, la première vague, on a eu énormément de restrictions. Donc, pour exemple, notre clinique où j'exerce était fermée pendant 2 mois. Donc, les patients qui devaient être pris en charge pour pathologie cancéreuse ont été repoussés, naturellement, parce que les autres structures n'étaient pas disponibles non plus, même si, dans les recommandations, un cancer agressif devait être pris en charge. Mais on a vraisemblablement, par méconnaissance de la maladie qui nous tombait sur la tête, je parle au niveau des autorités, on donnait la priorité à cette maladie redoutable qui est le Covid, mais finalement, il y a vraisemblablement, pour répondre à la question principale, il y a eu vraisemblablement retard de prise en charge de certains cancers. Pour ce qui est de la deuxième vague, il n'y a pas eu de restrictions, voire même dans les recommandations des autorités sanitaires, il fallait prendre en charge absolument les malades porteurs de cancer. Et là, à mon avis, il n'y a pas eu d'impact sur la prise en charge, hormis des patients qui peuvent avoir peur de se rendre dans des structures de soins. Donc, c'est des restrictions imposées par les patients eux-mêmes et non pas par les soigneurs. J'imagine que pendant cette période, vous avez favorisé la téléconsultation ou les appels téléphoniques à vos patients. Pour la première vague, je me suis promis que les patients que je suivais depuis longtemps et qui sont porteurs de maladies cancéreuses actives ou traitées déjà en rémission, de garder le contact et de les suivre même à distance avec les éléments objectifs que l'on peut avoir par téléconsultation. Donc, je dirais quasiment 100% des malades suivis l'ont été pendant la période de confinement. Mais bien entendu, la prise en charge active n'était pas possible s'il fallait intervenir. Enfin. Ça, c'était pendant 2 mois. Mais une fois que l'ouverture était faite, on a essayé de rattraper au plus vite tout ce qui pouvait l'être et de minimiser un petit peu l'impact de ces maladies sur les gens. Merci beaucoup, docteur Seyfeddine. Je vais vous remercier parce qu'en ce samedi matin, vous avez quitté provisoirement vos obligations professionnelles. Je sais que vous arriviez de la clinique, vous allez sans doute y retourner.
Certainement, oui, parce que là, il y a des tâches qui ne peuvent pas reporter et il faut rattraper, comment dire, le travail de la semaine qui n'a pas pu être réalisé en temps réel. Donc, Ouais. tâche administrative. Merci beaucoup.